Bonjour Michel Vizard. Bonjour. Tout d'abord, merci de nous accueillir chez vous, dans votre salon. Alors pour commencer, je vais d'abord vous demander de vous présenter. Eh bien, comme vous l'avez dit, je m'appelle Michel Vizard, ça c'est très simple. Je suis journaliste depuis toujours et aujourd'hui journaliste retraité, volontairement, un petit peu avant la fin. Je dis depuis toujours parce que j'ai envie d'être journaliste très très jeune. Je crois qu'à 12-13 ans déjà, c'était ce que j'avais envie de faire. Alors je ne vous parlerai pas le mot de vocation, c'est exagéré, mais c'est le métier qui m'a toujours passionné parce que chez moi il y avait des journaux, que j'ai lu l'info, que j'ai commencé par le sport et donc tout a fini par m'intéresser parce que l'actualité c'est un feuilleton, une série et donc une fois qu'on s'y intéresse, et voilà. Et donc après avoir tâté un peu de droit pour les faits de journalisme, j'ai fait les études de journalisme à l'IEX. Et puis après, j'ai travaillé par hasard dans le journalisme économique, dans un journal qui appartenait au journal L'Écho à l'époque. Puis j'étais indépendant, mais toujours comme journaliste, pour fournir à l'RTBF, entre autres, différents sujets, etc. Et puis un jour, j'ai passé l'examen, je suis rentré à l'RTBF, où j'ai fait le reste de ma carrière. Donc voilà, toute une carrière de journaliste. Et si c'était à refaire, je ferais la même chose. Combien d'années à la RTBF? Une grosse quinzaine d'années, 16-17 ans, je crois, quelque chose comme ça, oui. Alors on va commencer sur ce point. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez travaillé à la RTBF, votre méthode de travail? Alors d'abord, il faut savoir que quand je suis arrivé à la RTBF, après avoir passé l'examen, j'avais été engagé parce que j'amenais avec moi une certaine expérience en économie, puisque j'ai toujours été journaliste économique et que c'est pour ça qu'ils m'ont engagé, parce que j'amenais tout un bagage derrière moi, ça c'est une première chose. Et donc je suis resté dans le sujet pour lequel j'étais là-bas, c'est l'économie. Alors j'ai dû apprendre une autre méthode de travail parce que la radio, même si je faisais depuis longtemps les chroniques boursières pour la RTBF, que j'ai créé une séquence de télévision sur les chroniques financières, je n'avais pas fait de sujet vraiment en tant que tel, donc j'ai dû apprendre le métier. C'était tout au début de la technique informatique, donc je n'ai pas utilisé les bandes, j'ai utilisé directement le digital pour faire les sujets et ainsi de suite. Et puis j'ai appris le métier et surtout ce que j'ai appris, qui était une discipline pour moi, par rapport à la presse écrite pour laquelle j'avais toujours travaillé avant, c'était en fait d'apprendre à faire très court, extrêmement synthétique, puisqu'un billet radio c'est 1 minute, avec du son 1 minute 30, des choses comme ça. Donc j'ai dû apprendre un nouveau métier, mais avec les bases qui étaient là. J'ai dû aussi m'inscrire dans une structure assez lourde dont je n'avais pas l'habitude, parce que j'ai un caractère, comme beaucoup de journalistes, extrêmement indépendant et un peu individualiste, parce qu'on doit travailler pour avancer. Et donc se mettre dans une structure avec pas mal de hiérarchie, des collègues, etc., c'est à la fois intéressant, c'est aussi un challenge, mais comme j'arrivais avec mon expérience, c'était plus facile que là où le jeune journaliste qui démarre, donc j'ai pu m'inscrire. Et donc j'avais assez vite trouvé le rythme. Et en fait, comme j'avais déjà fait les chroniques radio pas mal, j'ai pu facilement m'insérer dans ce domaine-là. Et puis ça m'a permis, parce que l'RTBF est quand même une chouette étiquette, si je puis dire, d'aller un peu partout dans le domaine économique au sens large et de rencontrer très vite beaucoup de monde. Donc j'ai très vite trouvé, je crois, la manière d'y travailler, on va dire comme ça. Vous parliez tout à l'heure d'un format court, celui de la radio. Est-ce que vous trouvez que c'est trop court? Je crois que c'est le média qui veut cela et que ça n'a pas changé. C'était comme ça, j'imagine, avant que j'y sois, il y a 20-30 ans, que ce sera encore comme ça plus tard, donc la radio sera là. Je crois que c'est intéressant parce qu'en fait, c'est un média qui demande pas mal d'attention, puisqu'on n'a pas d'image, on n'a rien du tout. Donc quand on écoute, on est vraiment dedans. Et que je crois qu'être trop long, il y a des formats longs qui existent, bien sûr, qui sont importants. Alors l'auditeur se met dans un format long et accepte d'écouter. Il faut voir s'il écoute tout, ça c'est un autre débat. Mais quand on est dans l'actu quotidienne, on ne peut pas faire de sujets trop longs non plus. C'est-à-dire que tout l'art, c'est un grand mot, mais je veux dire, la technique qu'on essaye d'avoir, c'est de pouvoir résumer des sujets en étant à la fois complet, c'est paradoxal, mais c'est comme ça, compréhensible, accessible, en des temps réduits. Et donc je trouve que savoir résumer en 1 minute, c'est un exercice qu'on devrait expliquer à beaucoup de monde à l'extérieur parce que c'est un exercice vraiment intéressant. Maintenant, il est nécessaire, comme je dis, que dans une chaîne d'information, comme la première TVF par exemple, et c'est le cas, il y ait des moments longs où on puisse détailler les sujets et aller beaucoup plus loin. Mais dans un journal, un sujet en 1 minute, oui, c'est bien. Est-ce que vous avez toujours pu parler des sujets que vous vouliez, que vous avez proposés? Ah, moi, j'ai jamais eu de problème avec ça, aucun. Alors parfois, il y a une discussion en réunion de rédaction sur un sujet, est-ce qu'il vaut la peine ou pas. Mais il faut savoir qu'en termes d'économie, la RTBF, c'est encore un peu le cas aujourd'hui, mais c'est un peu changé. On avait 3 journaux économiques par jour, 2 surtout.
Et donc, c'était nous qui étions totalement maîtres de notre matière pour le choix des sujets. Avec quand même chose, c'est qu'il faut tenir compte d'une ligne rédactionnelle, il faut tenir compte de ce qu'on dit dans les journaux hors des pages spéciales économiques. Et donc, il est évident que si, par exemple, le journal de 8h, de 13h ou 17h demandait un sujet, il fallait le faire aussi, bien sûr, en économie. Et là, c'est normal que si l'éditeur ou le présentateur disait qu'il faudrait parler de ça, bon, on discute, et si on est d'accord, on le fait aussi. Donc, il faut s'inscrire dans la dynamique de la rédaction, bien sûr. Et puis, inversement, nous aussi, on propose, nous, les journalistes économiques, on propose aussi nos sujets. Donc, oui, parler de tout tant que ça a un sens dans l'actualité, qu'il y a un événement, qu'on apporte quelque chose, évidemment, oui, sans aucun problème. Donc vous n'avez jamais été censuré? Ah non, ça absolument jamais. Et en tout cas, je peux dire une chose, c'est que je ne suis pas dans le journalisme politique, mais je ne pense pas qu'il y ait de censure en tant que tel, mais dans le journalisme économique, je n'ai jamais eu la moindre pression, et je le dis très clairement, pour parler de quoi que ce soit. On sait qu'RTBF vit à 30% de la publicité, donc là-dedans il y a les grandes entreprises. Je crois que pas une n'aurait osé faire pression pour que l'on parle de quelque chose. Maintenant, une agence de communication d'une entreprise essaye de faire son lobbying aussi et de vendre son sujet. À nous de le prendre s'il vaut la peine, ça c'est autre chose, c'est son métier, on accepte le jeu et on joue le jeu aussi. Ça veut dire qu'en fait, si le sujet est intéressant, on va le prendre, s'il n'est pas intéressant, on ne le prendra pas. Et en 15-17 ans de carrière à la RTBF, est-ce que vous avez vu des évolutions dans la ligne éditoriale ou dans... Alors, il y a eu des évolutions dans l'ensemble de la structure d'un média comme la radio, la première, et ainsi de suite, où on a mis de plus en plus d'émissions d'information, parce que petit à petit, la première tend vers une chaîne d'information, même si c'est un peu compliqué à faire passer auprès du public, on voit les audiences qui sont complexes, mais aussi on réfléchit à son propre travail. Et par exemple, à titre personnel, j'ai changé de manière assez radicale ma manière de travailler. En 2007-2008, et je pense que pas mal s'en souviennent, c'est l'époque de la grande crise financière qui a quand même secoué non seulement la Belgique, mais presque le monde entier. Et étant journaliste économique, j'ai été concerné au premier chef, évidemment, par ces sujets-là, qui pendant 3 mois m'ont occupé, j'allais dire presque jour et nuit, week-end inclus. C'était très, très intéressant, en fait, et très passionnant. Et puis je me suis rendu compte à ce moment-là que même sur une chaîne comme l'RTBF, qui vise un certain public, on doit être plus accessible, on doit plus vulgariser, on doit énormément expliquer. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que le public est venu vers nous, mais demandait que de comprendre ce qui se passait. Et donc je me suis dit, Michel, il faut changer ta manière, il faut changer notre manière de travailler. Et donc être capable de vulgariser, d'expliquer, de décoder et de ne pas considérer que quelque chose est acquis par le public, c'est-à-dire dans notre cas par l'auditeur, puisque c'est en radio, mais en télévision aussi, parce que j'ai commencé à ce moment-là à faire beaucoup de plateaux télévisés pour expliquer la crise. Et là, c'est encore un autre type d'exercice, mais aussi assez court. Et donc il faut être très accessible, encore plus peut-être à ce moment-là, parce que la une, c'est pour tout le monde. Et donc c'est vraiment dans ce sens-là que j'ai vraiment changé, je crois, ma manière de travailler. C'est pour ne pas considérer que c'est acquis, pour considérer qu'il faut chaque fois expliquer, même pour des publics qui ont fait des études et des études universitaires, parce que tout le monde n'est pas spécialiste dans mon domaine qui est l'économie. Et donc il ne faut pas avoir peur d'être très clair. Et ce changement, il venait de vous ou c'était une demande de la rédaction ? Ça se fait naturellement, mais en tout cas de ma part, il faudrait interroger mes autres collègues, c'était vraiment une démarche personnelle. Parce que j'ai été énormément interpellé par des gens, des choses comme ça, et donc je me suis dit, c'est une matière très importante pour tout le monde, parce que l'économie, ça touche votre vie de tous les jours, ça touche votre salaire, ça touche votre portefeuille, votre porte-monnaie, ça touche les vacances que vous allez prendre, ça touche votre job, et donc il faut que tout le monde puisse comprendre. Et je crois que la première chose, le premier métier, c'est d'informer, mais aussi d'être pédagogue et d'expliquer ce qui se passe, et ça c'est très important. Donc je pense que ça s'est fait naturellement par tout le monde, mais en tout cas au niveau journalisme économique, je crois que vraiment ça c'est le déclencheur, c'était cette crise, et à titre personnel, ma réaction en tant que journaliste par rapport à cette crise, ça certainement, et je me suis rendu compte en étant plus pédagogue et plus accessible, que ça répondait clairement à une demande, ça c'est évident, les réactions étaient là. Et donc vous dites que vous avez été interpellé, qu'il y avait une demande. Est-ce que, à d'autres moments de votre carrière, vous vous êtes senti interpellé ou en tout cas répondre à une demande de l'audimat ? De l'audimat, c'est autre chose. C'est pas la même chose. Chercher l'audimat, c'est le pourcentage de gens qui vous écoutent au nombre de personnes qui écoutent. Alors les auditeurs. Alors oui, mais c'est deux choses différentes, c'est important. Parce qu'on ne nous a jamais poussé à chercher l'audimat, même si une chaîne radio, quelle qu'elle soit, doit essayer d'avoir plus d'auditeurs, mais en faisant mieux son métier. Donc c'est ça. Et donc mieux son métier, c'est quoi ? C'est répondre à une attente. Mais répondre à une attente, c'est pas ce que l'auditeur veut entendre. C'est quels sont ses besoins. Est-ce qu'il veut comprendre ? Est-ce qu'il veut avoir plus élargir sa culture générale ? Est-ce qu'il veut être au courant de l'information ? Évidemment, dans un média d'information, des choses comme ça. Et donc c'est comme ça qu'on évolue, je veux dire. C'est en essayant de coller à ce
le public attend sans peut-être même toujours le savoir. Donc il y a beaucoup d'études qui sont faites pour savoir ce que le public souhaite et ainsi de suite, mais si on ne fait que répondre à sa demande, on ne va pas s'occuper à notre métier. Je veux dire, s'il se passe quelque chose dans le monde, ça peut être très important pour nous, mais il faut expliquer pourquoi c'est important pour nous, et le public ne va pas nécessairement y penser. Et d'un autre côté, il a des attentes légitimes. Je parlais tout à l'heure d'emploi, de travail, etc. Expliquer pourquoi les métiers sont en train d'évoluer, expliquer pourquoi dans 20 ans on ne travaillera plus comme aujourd'hui, que le jeune qui fait des études maintenant sait qu'il ne fera pas toute sa carrière évidemment dans la même structure, mais qu'il changera sans doute de boulot, et que peut-être qu'il fera dans 10 ans le métier qui n'existe pas aujourd'hui. Ça fait aussi partie du job journalistique, c'est donner des vues et des perspectives pour le futur. Alors, on va parler maintenant d'autres choses, mais toujours à la RTBF. Est-ce qu'il y a une tradition d'investigation à la RTBF? Relativement peu. Alors, je ne peux pas parler de la RTBF avant que j'y sois. Il y a eu effectivement dans le passé des émissions d'investigation dans les années fin du siècle dernier, je pense beaucoup. Et puis en fait, ce qui s'est passé, je pense en partie, je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, mais c'est que petit à petit, avec l'arrivée d'Internet dans les années 2000 et ainsi de suite, on a demandé de plus en plus. Et donc le métier est devenu plus immédiat. Il y a la nécessité d'être vite sur l'information, d'être le premier sur l'information, ce qui est très compliqué pour un média comme la RTBF, et donc de courir un petit peu. Et donc je pense qu'on a laissé clairement moins de temps à l'investigation, ça veut dire moins de moyens en fait, parce qu'il fallait répondre vite. Donc je pense que pendant tout un temps, ça s'est moins fait. Clairement, que la presse, enfin l'information quotidienne ne permet pas toujours cela. Alors par contre, heureusement, la RTBF a laissé des plages ouvertes. Il y a des émissions de reportage longs comme Transversal qui existent, qui est diffusée le samedi et qui permet d'aller plus loin. Mais du vrai journalisme d'investigation, on donne plusieurs mois à quelqu'un pour chercher l'information. Parce que finalement, on peut faire un reportage longue durée qui n'est pas de l'investigation, mais vraiment aller chercher l'information, donner du temps, c'est quelque chose auquel les médias, pas seulement la RTBF, malheureusement, ont en partie renoncé. Alors ça redevient un petit peu aujourd'hui, je ne dirais pas à la mode, mais ça redevient nécessaire, parce que finalement, c'est le plus qu'on peut amener l'investigation, mais ça coûte très cher l'investigation. Consacrer une journaliste ou un journaliste pendant un mois, 2 mois, 3 mois à un même sujet sans être certain de ce qui va sortir, c'est un luxe que malheureusement, la presse, et je mets là-dedans tous les médias, les médias au sens large, ne peuvent pas nécessairement s'offrir. C'est pour ça qu'on a vu apparaître, alors en papier, même paradoxalement, des magazines, des MOOC d'information qui enquêtent, mais qui vivent difficilement. Autre chose, bien sûr, c'est question de moyens. On voit très bien, si on compare une autre chaîne publique, par exemple en télévision, qui est France 2, les moyens ne sont pas les mêmes. Quand ils font les émissions d'Élise Lucet, on se rend bien compte que là, il y a des gens qu'on a mis sur l'investigation. Nous, on s'adresse à une demi-partie de la Belgique qui est un public beaucoup plus limité, donc on n'a pas les mêmes moyens. Donc je pense que la RTBF le peut en fonction de ses moyens. Elle pourrait le faire plus, mais je pense que c'est un peu serré au niveau budget. Et pour une entreprise publique, est-ce que vous pensez que c'est son devoir peut-être d'enquête et de révélation sur le gouvernement ou des aspects de la société? Je crois que de toute manière, tout métier de journaliste, c'est de donner une information d'abord, de la vérifier, de la donner juste, de l'expliquer et de donner aussi vraiment une analyse, qu'est-ce que cette information va devenir, donc continuer à la suivre. Alors, il est évident que dans ce cadre-là, quand il y a des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas, où on a des doutes, il faut pouvoir investiguer, il faut pouvoir aller plus loin, il faut pouvoir chercher l'information, mais je le répète, c'est une question de temps, donc de moyens, et c'est pas toujours facile. Maintenant, je crois que si un journaliste sent qu'il y a quelque chose, ben, il doit en parler, il doit aussi vérifier avec les collègues, voir avec les hiérarchies comment ça se passe, pour être encouragé dans ce sens-là et pour avancer. Mais c'est évidemment, c'est très complexe. Et puis, soyons très clairs aussi, à l'époque aujourd'hui de l'information instantanée, avec on sait tout le problème des fake news et compagnie, mais l'information instantanée aujourd'hui, aller vraiment chercher l'info, la trouver, c'est compliqué. C'est plus un média comme RTBF qui sera le premier sur l'info. Par contre, un média comme RTBF ou certaines presses, etc., ou Internet bien sûr, peut éventuellement donner les moyens d'aller plus loin sur un sujet. Je veux dire, il y a certains sujets en Belgique qui ne sont pas sortis nécessairement de journalistes, mais je pense à des sujets comme Publifin, des sujets comme le SAMU social, ou alors ce que, par exemple, le Soir fait avec les autres journaux européens dans toutes les leaks, dans toutes les enquêtes sur la haute finance, ben ça prouve que le journalisme peut devenir investigateur, mais que font ces journaux auxquels le Soir est associé? Ben ils groupent leurs efforts, donc ils groupent leurs moyens.
Et donc à ce moment, on y arrive. Et donc, oui, ça peut être la mission des services publics, bien sûr, mais je crois d'abord la mission des services publics pour moi, c'est que tout ce qui sort, et c'est un idéal qu'on n'atteint pas, soit quelque chose de, effectivement, d'être rapidement sur l'actu, d'être solide, d'être vérifié, et de servir de référence. Honnêtement, ça c'est très important. Mais la référence ne doit pas arriver qu'un jour après tout le monde, sinon on n'a aucun sens, bien sûr. Donc il faut être rapide sur la balle aussi, c'est une des règles du journalisme, bien sûr. Et dans l'avenir, comment est-ce que vous imaginez l'investigation dans 5 ans, par exemple? Mais on voit, comme je disais, qu'il y a quand même pas mal d'envie, et pas mal d'envie dans de nouveaux médias, de journalistes. Moi, je crois personnellement qu'un média public comme l'RTBF, qui fait absolument tout, va devoir à un moment donné faire certains choix. Parce qu'on sait très bien que ces moyens ne vont pas augmenter, les moyens publics sont ce qu'ils sont, donc ils sont corrects à l'RTBF par rapport à un public qui ne va pas augmenter. Elle peut aussi travailler, pourquoi pas créer, ça se fait un tout petit peu, mais avec d'autres chaînes publiques en Suisse, en France, etc., francophones, au Québec, voire anglophones, des pools aussi pour enquêter sur des sujets. Donc ça pourrait se faire. Ce n'est pas encore vraiment en route maintenant, mais ça serait intéressant que ça se fasse. Mais ça ne va pas être simple à mettre en place. Par contre, je crois que la RTBF, j'allais dire nous, je n'y suis plus, mais intérêt à le faire aussi. Mais ce n'est pas la seule piste pour le journalisme de demain, certainement pas. Il faudra des moyens, surtout. Il faut des moyens pour faire tout journalisme aussi, je veux dire. Creuser un sujet, c'est pas seulement amener un scoop sur la table, c'est aussi aller très loin pour rencontrer plein de gens, pour le comprendre, et ainsi de suite. Donc ça prend évidemment beaucoup de moyens. L'argent est toujours dans la guerre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas moyen de faire des bons sujets, mais je crois qu'à un moment donné, il y a des choix qui doivent être faits. Donc à ce moment-là, on peut réallouer des moyens à un certain nombre de choses. Alors on sait très très bien qu'aujourd'hui, tout notre monde médiatique est en bouleversement complet, qu'il va changer, il continuera à changer. Je crois que chaque média a encore sa place, mais peut-être de manière différente. On sait très très bien que la radio, en quotidien, ça va continuer à fonctionner, mais que le podcast prend de plus en plus de place. Ça sera vrai pour la télévision aussi. Il n'y a plus personne de 30 ans qui s'installe, en dessous de 30 ans qui s'installe devant sa télé pour regarder un JT. Donc ça va changer plein de choses. C'est à la fois passionnant, mais compliqué. Alors, même si c'est à l'échelle d'un demi-pays, mais une institution comme la RTBF, c'est aussi un gros paquebot, donc qui doit manœuvrer. C'est pas toujours facile non plus. Peut-être intérêt à travailler par îlot à terme. Enfin bon, tout ça, c'est des choses qui concernent plus la hiérarchie de la RTBF et qui réfléchit beaucoup. Il faudra plus de souplesse, et ainsi de suite. Nous aussi, je dis nous, globalement, les journalistes, on doit apprendre aussi à revoir notre métier, à bouger plus, et à se dire, ben oui, ça va changer. Si, je sais que c'est fort discuté en interne, mais je veux dire, un journaliste radio doit être capable de travailler sur l'image, doit être capable de travailler sur le net et doit être multimédia. C'est évident, et dans l'autre sens, c'est vrai aussi, hein, c'est dans tous les sens. Maintenant, c'est pas facile, parce que le langage radio n'est pas le langage web, n'est pas le langage de la TV non plus, donc maîtriser bien tout, non. Donc on doit rester spécialisé, mais on doit être capable de pouvoir tout faire quand on envoie sur le terrain, ça c'est sûr. Mais il faut garder quand même, si on veut faire quelque chose de qualité, et si on ne veut pas brader, il faut quand même garder. Faire un sujet TV, c'est pas comme un sujet radio et vice-versa. Je me rappelle d'une anecdote célèbre à RTBF, c'est il y a quelques années, mais une journaliste qui avait été envoyée pour le lancement d'une fusée et qui faisait un bi-radio. Il dit, comme vous le voyez, la fusée dégage un grand panache ou une grande flamme derrière. Ben non, on est en radio, ça ne sert à rien de parler, non. Il faut le décrire. Et donc voilà, donc ça s'apprend, c'est des langages particuliers à développer. Est-ce que la RTBF subit des fortes pressions économiques? Non. Mais ce n'est pas moi qui faut poser la question, c'est à son administrateur général, Jean-Paul Philippot. Forte pression économique, vous voulez dire de milieu économique? Ou bien au niveau de ses budgets? De ses budgets ou même du budget alloué annuel? Ah oui, bien sûr. Mais d'abord, l'RTBF, c'est légitime. C'est votre argent, c'est le mien, c'est celui des personnes qui peuvent écouter cette interview. Donc c'est l'argent public. Donc l'RTBF doit justifier ce qu'elle en fait. Et dans son cahier de charge, si je puis exprimer ainsi, elle doit atteindre un certain nombre de publics différents, d'où le nombre de chaînes radio, d'où le nombre de chaînes TV. On voit qu'il y a des initiatives nouvelles comme Tarmac et compagnie qui existent. Donc ça fait partie de sa mission de service public de toucher tout le monde. Et donc ça c'est important. Et donc elle doit justifier, et c'est tout à fait légitime, devant le Parlement de la communauté Wallonie-Bruxelles, elle doit justifier son budget. Donc bien sûr, elle doit rendre des comptes, et c'est très important. Et là-dedans, voilà, à elle de faire les bons choix qui correspondent à ses choix. Et c'est logique que les journalistes
s'inscrivent dans cette démarche-là aussi. Alors on sait très bien que les budgets ne vont pas en augmentant, donc d'où la sélection éventuellement de la manière de faire dont je parlais. Alors le budget publicitaire, c'est une 30%, certains disent qu'il faudrait le supprimer, mais alors on peut dire qu'à ce moment-là, on devient totalement dépendant des choix qui sont faits au niveau d'un Parlement. Je trouve que le mixte des budgets, c'est pas mal. Donc c'est ce qu'il faut, je pense, continuer à faire au niveau de l'RTBF. Mais il est clair qu'aujourd'hui, l'RTBF arrive à présenter des budgets équilibrés chaque année, et ça, c'est pas mal non plus. Et ça la rend plus crédible aussi par rapport au choix du monde politique, que je ne critique pas du tout, je veux dire. Mais c'est normal aussi qu'on respecte des budgets, et voilà, on n'a pas à se mettre dans le rouge non plus. C'est de l'argent qui appartient à tout le monde. Donc on a des comptes à rendre, bien sûr. Est-ce que pendant que vous avez travaillé à l'RTBF, vous avez parfois, ou souvent, ou jamais, entendu des journalistes se plaindre de leur métier tout le temps. Ou de la RTBF? Tout le temps. Bon, je crois qu'il y a une chose claire, c'est que, alors je ne veux pas faire de la psychologie de bazar pour les journalistes, et j'en suis un, mais c'est pas nécessairement quelqu'un naturellement satisfait, parce qu'on est toujours à la recherche d'une info, on est toujours à la recherche de quelque chose, etc. Donc il y a cette volonté, une certaine, je dirais, pas mauvaise, hein, mais une agressivité, un besoin quand même d'aller chercher, une inquiétude parce qu'on ne trouve pas être fouillé. Donc le journaliste, c'est quelqu'un d'individualiste qui n'aime pas se mettre dans un groupe, je caricature, hein, n'aime pas se mettre dans un groupe, etc. Il y a souvent une insatisfaction malgré tout. Et puis, quand les choses changent, et ce n'est pas un argument pour accepter tout changement, mais quand les choses changent, c'est toujours un peu compliqué. Or maintenant, depuis, je dirais, les années 2000, et c'est le cas aujourd'hui, c'est encore plus dur, que notre métier est en train d'être bouleversé complètement, donc c'est pas facile. Et ça, c'est quel que soit l'âge du journaliste, c'est peut-être un peu plus compliqué quand on a 30 ans de métier que quand on en a 5, et encore, je suis pas sûr. Donc les choses bougent, et donc ça s'amène. Et puis l'RTBF, qui est quand même, soyons honnêtes, pour des journalistes, un très chouette employeur, parce que ça reste une référence, les salaires des journalistes sont tout à fait corrects à l'RTBF, etc. Cultive parfois un peu à l'interne un certain plaisir de se plaindre, et des choses comme ça. Bon, ce n'est pas le cas de tout le monde, et puis tout le monde se plaint à un moment ou à un autre, ça m'est arrivé aussi. Donc voilà, mais à part ça, ça donne des plaisirs absolument incroyables. Quand on fait des chouettes reportages, quand on fait des chouettes rencontres, c'est un bonheur d'être journaliste quand même. C'est un métier, je ne voudrais pas le critiquer à ce niveau-là, c'est un métier absolument fabuleux qui m'a donné plein de plaisir et qui d'une manière m'en donne encore aujourd'hui. Donc c'est quand même un métier, on a une chance énorme de faire ce métier-là, même si publiquement il est décrié aujourd'hui. Et donc le journaliste doit aussi balayer dans sa porte et comprendre pourquoi. Mais ça reste un métier absolument génial, hein, ça c'est clair, vraiment. Est-ce que vous pensez que c'est du rôle de la RTBF de traiter ces questions écologiques et d'aller en profondeur sur ces sujets-là? Est-ce que l'environnement, est-ce que l'écologie est importante pour notre avenir et notre actualité? Oui, et est-ce que la RTBF le fait suffisamment? Alors, évidemment que c'est de devoir l'RTBF, c'est aussi devoir traiter les questions sociales, politiques et autres. Sur le suffisant, je ne vais pas répondre. Il faut faire des statistiques par rapport vraiment à l'audience de ce genre, pas l'audience, pardon, par rapport au temps consacré dans nos différents médias de l'RTBF par rapport au sujet environnement au sens large. Je suis tellement persuadé que si on fait ça sur les 10 dernières années, ça a augmenté de façon exponentielle, comme notre intérêt de nos citoyens a augmenté aussi très très fort, comme des mouvements comme les Jeunes pour le climat, etc., qu'on a vu récemment, évidemment poussé de politique, mais aussi les journalistes à en parler plus. Donc assez, j'ose pas répondre à la question là. Je pense que c'est devenu quelque chose de récurrent et régulier, peut-être trop tard, mais je crois que c'est la société qui était trop tard aussi, et que ça se fait de manière maintenant assez régulière, je crois aussi. Maintenant, l'environnement doit faire aussi partie de... Il y a deux choses. Dans les sujets d'actualité régulière, ce qui se passe, l'environnement doit y être, bien sûr. Quand il y a 30 000 jeunes qui descendent dans la rue pour le climat, on doit couvrir, expliquer pourquoi, etc. Donc ça, je pense que c'est fait. Et d'un autre côté aussi, l'environnement doit être dans les émissions puis magazines, qu'elles soient en radio ou en TV, où on en parle aussi, bien sûr. Je pense que ça se fait, ça peut peut-être se faire plus. Moi, je pense qu'il y a déjà pas mal. Mais répondre définitivement à une question, j'aimerais bien avoir des statistiques, parce que je pense qu'elles ont été fort évolutives ces dernières années. Oui, c'est sûr qu'elles ont dû évoluer. Maintenant, tout à l'heure, vous parliez d'un format, alors en radio qui est court, hein, que ça va de 50 secondes à 2 minutes 30 pour de l'actu. Oui. En télé, 2 minutes 30. Oui. Est-ce que c'est assez long pour parler de ces sujets-là en profondeur? Alors deux choses. Je vais d'abord parler de la radio, qui est ce que je connais mieux. Je pense qu'il y a d'autres plages qui sont intéressantes. Je crois que dans les plages d'information, même dans les tranches info, le matin, la tranche 6-9, ou la tranche du soir, un peu moins à 13h, mais voilà, il y a des plages consacrées à ça. Je prends l'exemple de Soir Première avec Arnaud Ruyssen, je pense qu'il fait souvent des sujets sur l'environnement, où il a des personnes qui viennent pendant 5-10 minutes, donc c'est déjà mieux en parler. Il y a l'émission magazine du week-end aussi transversale, donc je pense qu'il y a déjà pas mal.
En télévision, il y a des sujets parfois, mais on a, je pense, plus assez de magazines d'information aujourd'hui pour pouvoir les traiter longuement. Il y a des sujets qui sont traités parfois, on le voit dans Question la Une, il y a des sujets environnement, il y a des sujets environnement orientés parfois plus consommateurs. On pourrait certainement en faire plus, c'est de nouveau une question de moyens, mais je ne serais pas étonné si à l'avenir, même dans ce genre de magazine comme Question à la Une, il y en a de plus en plus de sujets environnement, parce qu'il n'y a rien à faire, on réagit aussi à la demande, et la demande elle est là. Il faut juste que l'impulsion soit donnée, mais je pense que ça commence à être une vraie préoccupation quand même de tous les médias. Vous le dites, d'un côté il y a la demande, mais de l'autre, est-ce que c'est de la responsabilité d'un service public de changer les consciences? Est-ce que vous pensez que c'est... Alors, c'est la responsabilité de changer les consciences, à une condition pour moi, c'est que ce n'est pas une mission, ce n'est pas quelque chose qu'on lui demande en tant que tel. Je pense à toute information. Je ne parle pas de certains magazines qui sont militants. Mais si on prend un service public en RTF, ne peut pas être militant un seul instant. Et je pense que c'est vrai, je pourrais dire pour RTL aussi, je pourrais dire pour des journaux comme Le Soir ou La Live, on n'est pas militant. C'est autre chose. Par contre, en informant bien, en informant objectivement, en informant sur le sujet de l'environnement, mais ça peut être d'autres sujets, je pense qu'on va faire changer les consciences. Donc je pense qu'il ne faut pas se dire j'ai la mission de faire changer votre avis sur l'environnement, mais avec le travail d'information que je vais faire, avec l'analyse que je vais donner, avec les gens que je vais interroger, avec tout ce que je vais mettre en place, je vais peut-être aider, il faut rester modeste, à changer les consciences, la perception des gens par rapport à ces problématiques, évidemment vitales pour notre futur à tous, et je crois que personne n'ira le contrer. Mais je pense que ce n'est pas notre job, mais la frontière n'est pas toujours facile, d'être militant par rapport à ça. Et là, je dirais, ça, jamais, ça serait une erreur, et ça ferait perdre l'information sa crédibilité. Alors, c'est très très bien. Je pense à certaines publications qui sont militantes, et c'est très intéressant de les lire et de les voir, mais elles sont militantes. Je ne dis pas qu'elles sont nécessairement objectives, mais c'est un vrai choix d'engagement. Nous, on est engagés par rapport à la qualité de l'information qu'on va donner, la qualité au sens large du terme, avec une nuance importante, et c'est quelque chose à laquelle je tiens beaucoup et dans lequel je m'implique maintenant, c'est qu'en fait, il faut aussi ouvrir des perspectives, parler des solutions, les critiquer quand elles ne vont pas, mais les expliquer quand elles vont bien aussi. Et c'est ce qu'on emploie sur le thème aujourd'hui du journalisme constructif qui me paraît essentiel, qui n'a pas été assez pratiqué dans le passé par les médias, qui doit être pratiqué, je pense, par tous les médias, quels qu'ils soient extrêmement populaires ou je dirais plus intellectuels, je mets des guillemets là autour, c'est-à-dire parler de manière constructive de notre société aujourd'hui, de son avenir, et ça donne aussi aux personnes des outils pour leur futur. Mais de nouveau, pas en termes de militance. Je vais prendre le bête exemple du potager bio. C'est pas un journaliste à dire faites demain tous vos potagers bio, mais interviewer quelqu'un qui fait son potager bio, expliquer pourquoi, ainsi de suite, c'est un message qu'on fait passer. Alors ça c'est banal parce qu'on en parle depuis 10 ans, il y a plein d'autres sujets pour dire, mais donc jamais militant, ça j'insiste vraiment, je pense que c'est une erreur, et un journaliste n'est pas militant. On peut être militant, mais alors ailleurs, ou alors dans un magazine spécialisé qui revendique son côté militant. Et je vais citer un exemple très clairement. Imagine, Demain le Monde, par exemple, est un mensuel militant remarquablement bien fait, mais je pense que ce n'est pas la même chose qu'une émission sur l'environnement qui sera diffusée sur un des médias de l'RTBF ou sur notre site internet. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille pour une rédaction qui est censée être neutre, sans parti pris, est-ce qu'un journaliste peut être engagé ou il doit laisser de côté son engagement ? Alors, c'est une réponse, il n'y a pas de réponse tout à fait simple à ça. Alors, si le journaliste se dit, je vais parler d'environnement, mais ça pourrait être vrai en politique, ça peut être vrai en économie, je vais parler de ça parce qu'il faut que les autres changent, il se plante. C'est une erreur. Par contre, il peut se dire, ben voilà, tel sujet, on n'en a pas beaucoup parlé, il est intéressant, il m'intéresse aussi, voilà. Mais ce n'est pas parce que moi, Michel, je m'intéresse à ça que je vais en parler, c'est parce que je pense qu'il vient un point nommé qui peut être intéressant pour les gens, qu'il y a des choses qu'on n'a pas dit et des choses qu'on peut dire. Alors je reparle à titre personnel ici, quand il y a eu la grande crise 2007-2008 en économie, j'ai parlé d'économie de manière différente. Je ne suis plus intéressé peut-être aux petites entreprises, aux indépendants, à l'économie sociale que je le faisais avant, parce que je ne le faisais pas assez. Mais ce n'est pas pour militer pour ça, j'ai toujours essayé de garder un certain équilibre. Alors c'est compliqué, parce que nous sommes des citoyens, nous les journalistes. Nous sommes citoyens qui votons, qui avons évidemment un engagement personnel. Je veux dire, il y a des choses, des valeurs qui sont importantes, mais à un moment donné, je ne dis pas qu'il faut les mettre de côté, mais ça n'en tout cas pas pour les pousser en avant et pour les vendre, si je puis dire, ou vous persuader que mes valeurs sont les bonnes. Non. Si je me répète, une bonne information, bien détaillée, bien expliquée et tout, ça fera avancer sans doute des choses. Mais je ne suis pas là pour militer ni pour vendre des valeurs.
Et pourquoi vous avez quitté la RTBF? J'ai quitté la RTBF pour des raisons très concrètes. D'abord, c'est qu'en fait, il me restait un peu plus de 2 ans avant de partir, qui avait un plan de départ moyennement intéressant, mais ça m'a fait réfléchir à cela. Et qu'à un moment donné, j'ai envie de passer de l'autre côté de la barrière, c'est de passer dans l'engagement, justement, et de me dire, voilà, peut-être que je pouvais me le permettre financièrement, c'est en clair, de quitter un peu plus tôt. Et j'ai trouvé que c'était le bon moment pour justement m'investir dans 2-3 domaines, dont un est le journalisme constructif d'ailleurs, qui permettent modestement d'essayer de faire bouger des choses. Mais à ce moment-là, c'est le citoyen qui s'exprime et plus le journaliste, mais jamais l'expérience que j'ai, bien sûr. Et quel est votre engagement? Justement, par rapport au journalisme, nous avons créé avec des journalistes, avec des communicants, une SBL qui s'appelle Newsix et qui travaille avec les rédactions pour promouvoir le journalisme constructif, étant entendu que ça doit être du vrai journalisme et pas d'information bisounours ni d'information militante ou propagande. Donc voilà, donc on travaille avec les journalistes, on fait des réunions régulières pour expliquer ce que c'est, avec par exemple les spécialistes du langage qu'on invite, et il y a des journalistes de différents médias viennent. Il y a des journalistes de la RTBF? Ah oui, des journalistes de tous les médias. On a tous les journalistes, on a chaque fois entre 15 et 20, 25 journalistes qui viennent de tous les médias, c'est ça qui est intéressant. Et par exemple, on a eu un spécialiste du langage qui nous expliquait pourquoi les mots qu'on emploie peuvent être très choquants et qu'on peut employer d'autres mots qui sont aussi clairs dans l'information mais qui n'auront pas pour but d'être choquants ou racoleurs. Aussi d'autres qui expliquaient pourquoi la manière dont on parle aux gens peut susciter différents types d'émotions. Enfin, des journalistes, enfin, de journaux qui viennent parler, et ainsi de suite. Donc ça, on a tous les mois et demi, une réunion avec ça. On a créé un prix de journalisme constructif qui a été attribué en février dernier et que nous allons améliorer pour la prochaine édition. Et alors, pour la première fois, en octobre de cette année, fin octobre cette année-ci, il y aura une semaine du journalisme, de l'info constructive, auquel la quasi-totalité des médias belges francophones vont participer pour montrer à leur public que les journaux et les journalistes travaillent aussi dans ce sens-là. Et donc, c'est une semaine labellisée. Et c'est la première fois, je crois, qu'une initiative on va mettre la quasi-totalité des médias belges francophones autour de la table pour faire la même chose pendant une semaine. Pas la même chose. On a donné un sujet général et chacun va le traiter comme il l'entend, mais va travailler dans le sens pour montrer au public que oui, les journalistes, les journaux, les médias évoluent également. Donc ce sera à la fois en radio, TV, Internet, papier, tout le bazar. Donc voilà, c'est un des engagements. Les autres ne concernent pas directement le journalisme. Et comment ça se passe? Les journalistes qui ont rejoint cette association, ils se forment et puis ils repartent dans leur rédaction? C'est qu'en fait, nous avons d'abord créé un réseau de journalistes relais dans différentes rédactions, dans beaucoup de rédactions, qui en fait font parler du journalisme constructif dans les rédactions. Mais alors, il y a une fois par mois une réunion qu'on appelle Meet and Greet, une fois tous les mois et demi, avec des spécialistes qui ne sont pas toujours des gens des médias, qui viennent expliquer. Donc c'est déjà formatif parce qu'on apprend énormément de choses. Pour prendre un exemple qui n'a rien à voir, on a eu Thomas Dansbourg, qui n'est pas connu comme un homme de médias, mais qui peut nous parler aussi. Il a beaucoup travaillé sur la psychologie et des choses intéressantes. Donc il est venu passer une soirée avec nous. Et donc tout journaliste qui vient en retirer quelque chose, il peut ramener là-bas. Nous proposons aussi des modules dans les rédactions, des modules de 2 heures pour expliquer la démarche, même si certaines ont déjà bien avancé. Nous travaillons aussi avec l'AJP, donc l'Association journaliste professionnelle, et à partir de l'année 2019-2020, il y a un module de formation sur le journalisme constructif d'une demi-journée. Donc c'est toutes des choses qu'on met en place aujourd'hui. On va relancer le prix l'année prochaine, il devra avoir un double prix, un pour le journaliste professionnel, un pour étudiant, c'était le cas aussi, mais peut-être un pour l'information quotidienne et l'autre pour l'information magazine. Donc c'est toutes des choses qu'on développe et on se rend compte que ça répond à une demande, que les médias sont en train de se rendre compte que c'est important. On n'a rien inventé, ça existait avant nous et ça existait déjà ailleurs, donc on n'a rien inventé, mais c'est un truc en Belgique, il était nécessaire de le faire. Et je pense que quand on voit l'accueil qu'on a maintenant, ça marche. Il faut juste que l'ensemble des médias comprennent que le public est demandeur aussi d'une information constructive et qu'une information qui ouvre des perspectives, l'envie de regarder l'avenir de manière constructive, positive, en restant journalistique, j'insiste vraiment là-dessus, est quelque chose dont le public est également demandeur. Mais ça, certains médias doivent encore le comprendre parce qu'il faut leur attester. Pour ça, mais il y a des expériences à l'étranger qui le prouvent, qu'on peut augmenter même son lectorat ou son public avec ça. Oui, parce que je voulais demander du coup, est-ce que vous savez les répercussions que ça a sur vos éditeurs en Belgique? Est-ce que vous avez des retours? Par rapport à notre action, oui, on va être modeste. Par rapport au journalisme constructif. On va être modeste. Ça fait 1 an et demi, 2 ans totalement, 1 an et demi que la SBL est créée. Ce que l'on sait en tout cas, c'est que quand on a fait le premier prix qui était remis au début de cette année-ci, donc au début 2019, on a reçu quand même 35 candidatures de journalistes professionnels, ce qui est quand même beaucoup. Quelques-unes et pas assez de journalistes, de futurs journalistes, donc des étudiants, parce qu'il y avait un prix étudiant aussi.
Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit travailler avec les UNIF pour comprendre pourquoi on en a reçu si peu. C'est assez étonnant, on pense à l'inverse, nous. Donc ça veut dire qu'au niveau professionnel, on sait que ce prix a un certain écho auprès de plusieurs médias, donc ça les intéressera d'avoir l'année prochaine, à mon avis. Donc on aura. Et puis surtout, intéressant, c'est qu'on se rend compte, et maintenant, en travaillant sur cette semaine de l'info constructive, on est en train de faire le tour des pop-ups, si je puis dire, c'est-à-dire des différentes rédactions en chef des différents journaux. Et tous nous disent, mais nous, on le fait déjà, mais c'est très important, donc on va jouer le jeu avec vous. Et donc ça veut dire que cette démarche est alors je ne dis pas que c'est grâce à nous, hein, c'est une marche dans l'air du temps, mais c'est clair que ça permet d'accélérer un peu le mouvement. Et en plus, je crois que ça fait du bien à beaucoup de monde aussi, et pas mal de journalistes aussi qui se disent, mais oui, c'est aussi du vrai journalisme, et ça nous fait du bien aussi en tant que journaliste de ne pas parler que de la catastrophe, quoi, quelle qu'elle soit. Est-ce que vous pensez que traiter des sujets qui touchent à l'environnement se ferait plus facilement à travers le journalisme constructif? C'est un domaine où il se fait déjà beaucoup. Je pense qu'à la fois, on parle beaucoup des milliards de tonnes de plastique qui traînent dans les océans, mais d'un autre côté, j'ai quand même eu pas mal de reportages sur des tas d'actions, soit locales ou moins locales, en termes de tri, en termes de culture plus naturelle, des choses qui existent. Donc c'est un domaine où je pense qu'il y a déjà pas mal de journalisme constructif qui existe. Et je pense que vraiment que c'est presque un modèle à prendre par rapport à ça, parce que je suis convaincu qu'il y en a déjà beaucoup. Mais en même temps, il faut parler des tonnes de plastique, hein, il faut parler de tous les problèmes que ça pose aussi. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de la manière dont traiter une question environnementale à travers le journalisme constructif? Comment on s'y prendrait? Mais par exemple, si on prend les tonnes de plastique qui sont là, mais c'est déjà fait. Le problème, c'est que traiter tout le sujet est impossible. Et bien sûr, il faut faire tout un dossier, mais là, c'est un magazine pointu. Mais c'est d'abord réévaluer le problème, ça c'est facile, de dire qu'est-ce qu'on fait d'abord pour récupérer ou non ces plastiques-là, est-ce qu'il y a des solutions? À la limite, je pense qu'il y en a à certains endroits. Et qu'est-ce qu'on fait de ces plastiques? Donc tout l'aspect recyclage, tout l'aspect, est-ce que moi, consommateur, j'utilise moins de plastique? Et quelles sont les solutions pour remplacer? Est-ce qu'elles sont crédibles? Est-ce qu'elles ne coûtent pas plus cher? Est-ce que pour une mère ou un père de famille avec 3 enfants, est-ce que c'est possible de ne pas aller dans son grand magasin et prendre des trucs sous blister, plastique, etc. Donc on peut raconter tout ça. Oui, il y a des possibilités, il faut les connaître, il faut les développer. Donc je pense que oui, bien sûr, c'est un domaine où il y a moyen. Est-ce que ce plastique se recycle vraiment ou est-ce qu'on le brûle pour faire du carburant, ce qui est quand même moins sympa? Je veux dire, et ainsi de suite. Est-ce qu'on recycle aujourd'hui le petit plastique mou? C'est pas encore évident aujourd'hui, des tas de choses comme ça. Donc dans le domaine de l'environnement, je pense qu'il y a évidemment moyen, parce que même si c'est urgent, même si on est en retard, même s'il y a énormément à faire, je m'insulte quand on dit qu'on ne fait rien. Il ne fait rien, c'est à partir du citoyen que nous sommes tous dans notre vie tous les jours. C'est aussi dans les industries, c'est des choses comme ça, il y a des choses qui bougent. Maintenant, il y a urgence, on est d'accord, hein, je ne dis pas que tout va bien, c'est pas ça que je veux dire. Mais oui, c'est un domaine où le journalisme constructif, évidemment, est déjà bien présent, je pense aussi, bien sûr, ça c'est clair. Et je crois que trop, à la limite, je ne dis pas dans ce domaine-là, mais je pense que quand nous, on ne va pas être journalisme constructif, on dit « Ah oui, c'est l'environnement ». Non, 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 non. Journalisme constructif, ça peut être en politique, ça peut être en économie, ça peut être dans les jouets d'enfants, ça peut être dans plein de choses, hein, je veux dire. Mais l'environnement, c'est toujours ce qu'on cite. Ah oui, c'est parler de l'environnement qu'on améliore. Non, 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 non. C'est une des facettes, mais tout journalisme peut être constructif, quel en soit le domaine. Même quand il y a une catastrophe ferroviaire, on peut parler constructivement. Comment est-ce qu'on va éviter qu'elle se produise? Ça se fait déjà. Hein. Je dis, qu'est-ce qu'on a mis en place depuis là? Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Journalisme constructif, c'est aussi à les suivre. Hein. Il se passe un événement. J'ai eu l'occasion de discuter avec des journalistes danois qui font ça de manière très sérieuse. Il se passe un événement, mais 1 an après, qu'est-ce qu'on a fait? 1 an et demi après, est-ce qu'on a évolué, etc. On n'a rien fait, et pourquoi? Ah oui, mais on a fait autre chose peut-être. C'est aussi du journalisme d'investigation qui peut être constructif. Oui, donc ça mais il faut ressemble du temps, à de l'investigation alors. Oui, bien sûr aussi. Suivre un sujet, c'est quelque chose qui demande du temps, de la motivation, et quand c'est pas encore dans l'actu, c'est compliqué. Donc c'est quelque chose qui ne se fait pas assez. Donc finalement, est-ce que la RTBF peut vraiment se mettre au journalisme constructif? Oui, bien sûr, mais on ne fera jamais que ça. Enfin, que ça n'existera jamais, bien sûr. Oui, bien sûr, parce que constructif, ça peut être dans une action, voilà, il y a telle chose qui se passe, mais est-ce qu'il y a une perspective pour améliorer les choses? Et on ne la fait pas maintenant, mais on peut la faire dans 15 jours. Maintenant, le fait, le luxe de suivre un sujet et d'y revenir tous les 6 mois, par exemple, parce que ça a évolué, ça ne se fait pas encore, je pense. Ça se fait parfois, je vois ça par certains journaux français. Et je trouve que c'est génial. Je pense que ça, c'est une discipline à mettre en place aussi, parce que ça ne doit pas être infaisable, ça. Ce n'est pas nécessairement d'investigation complexe, c'est quelque chose qui pourrait se développer, je pense, relativement facilement. C'est faire le point sur un sujet, à la limite, on met quelqu'un 3 jours dessus. La RTBF, maintenant, dans son JT, travaille souvent par dossiers qui sont traités en 3 jours. Ben, on pourrait dire, voilà, ce sujet-là qui s'est passé il y a 1 an, eh bien, on va essayer de revenir dans 6 mois, dans 1 an, dans 1 an et demi. Je pense que ça pourrait être intéressant et que le public sera intéressé. Donc voilà, ça c'est une démarche qui doit encore être un petit peu lancée. C'est des moyens, c'est moins compliqué de se dire je mets un journaliste 6 mois ou 3 mois même sur un dossier. Ça c'est clair.
En termes un peu plus personnels, quels sont les titres que vous lisez, consommez pour vous informer sur ces questions environnementales? Oula. Je vais être franc, on part parfois, imagine demain le monde, on s'imagine, mais relativement peu. Par contre, dans ce que je dis comme presse quotidienne, honnêtement, maintenant je suis devenu un peu paresseux, plus francophone qu'elle soit belge ou française. Je lis toujours les articles sur l'environnement quand il y en a. Quand il y a un sujet environnement en radio, je l'écoute. Quand il y a un sujet en TV, quand on récupère le JT, je vais le regarder aussi. Et des choses comme ça, donc c'est plutôt comme ça. Mais un titre vraiment purement environnemental, non. Non, ça je ne peux pas dire que vraiment j'en lis en tant que tel, non. Je dois être assez conforme au public général par rapport à ça, mais le sujet est évidemment important. Je veux dire, et il est clair que pendant la campagne, j'ai quand même lu beaucoup ce qui se disait, qui étaient les propositions en campagne électorale, des propositions, des choses comme ça, parce que bon, je suis un citoyen motivé par rapport aussi, et que comme nous tous, dans ma vie tous les jours, j'essaie de faire des progrès par rapport à ça, ça c'est clair aussi, bien sûr. Ça c'est le citoyen plus que le journaliste qui parle. Et une question aussi par rapport à vous. Donc c'est votre engagement qui vous a motivé à créer cette association News 6. News 6, oui, on prononce. Dans quel autre domaine votre engagement a des répercussions? On sort un peu du sujet là, parce que je m'implique d'une part dans un qui a un petit rapport, mais c'est un groupe qui réfléchit sur une autre manière de faire la politique au sens large, je veux dire en associant les citoyens, et où là maintenant j'ai créé avec un prof d'UNI spécialisé là-dessus, un groupe qui réfléchit sur la migration et la communication sur la migration. Et la migration, ce n'est pas uniquement les réfugiés du parc maximilien, mais aussi si la personne qui est arrivée 5 ans, 10 ans, 20 ans chez nous, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas encore bien, surtout pas assimilée, ni intégrée, mais à l'aise dans son milieu ici en Belgique, et pourquoi? Il y a ce jour de réflexion, pourquoi notre réflexe à nous, Belges d'origine, n'est pas toujours ce qu'on doit avoir, pourquoi le leur n'est pas le bon. Je pense que c'est un groupe qui réfléchit sur la migration et on se rend compte que c'est un problème de communication, de connaissance et de langage, donc on est en train d'essayer de travailler dans ce sens-là. Et puis l'autre n'a rien à voir du tout, c'est que je suis impliqué pour des raisons, je dirais, d'intérêt personnel qu'on m'a proposé dans une grosse institution qui s'occupe de personnes handicapées, mais ça voilà, on est hors journalisme là. Très bien. On va peut-être terminer cette interview par une dernière question. Qui concerne plus les générations après vous, les générations de futurs journalistes. Est-ce que vous avez un conseil à leur donner? Je dis une platitude, c'est un métier génial, difficile dans le sens où on n'y arrive pas nécessairement facilement, mais c'est un métier quand on est motivé, on y arrivera toujours, je pense. C'est un métier qui demande des qualités de départ, mais que beaucoup peuvent être acquises en cours de route. La culture générale journalistique qui doit être assez fouillée, on peut l'acquérir. On doit s'intéresser à l'autre, parce que je crois que le journalisme, c'est d'abord de l'humain. Même si j'ai fait le journalisme économique, mais c'est de l'humain, in fine. C'est la personne qui est importante, donc il faut s'intéresser à l'autre. Il faut être curieux, bien sûr, ça c'est une évidence totale. Mais quand on a envie de faire ça, qu'on ne dise pas que la voie est bouchée, parce qu'elle peut être bouchée partout. En France, on y va, on se démerde, et on trouve des piges, et puis on se débrouille. Et quand on y arrive, on apprend toute sa vie, on rencontre des gens toute sa vie, donc c'est un métier absolument génial, on ne s'arrête pas. On n'arrête pas d'apprendre, on n'est jamais celui ou celle qui s'assied en disant je sais tout, on continue à apprendre, donc ça c'est génial. Donc c'est un métier, vocation, je n'aime pas un trop grand mot, mais c'est un métier passionnant et qui restera indispensable parce que je pense que la grosse erreur aujourd'hui c'est de croire que l'info est gratuite et que je pense qu'on va arriver à un moment donné où une grosse partie du public, et je pense vraiment les plus jeunes générations se rendront compte qu'ils devront payer pour avoir de l'information, mais ils ne paieront plus pour regarder un JT, pour acheter un journal, tout ça, ça en ligne, des choses comme ça, mais la vraie information restera toujours payante. Parce qu'elle demande de l'argent, elle demande des moyens, et qu'à un moment donné, on s'en rendra compte, et ça commence d'ailleurs. On voit que certains journaux plutôt anglo-saxons commencent à rentabiliser. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. L'information gratuite, elle peut être intéressante, et je la regarde aussi, mais on connaît tous les travers qu'on peut avoir. Donc si on veut une vraie information, je crois qu'il faut aller vers la formation payante. Mais donc surtout, c'est un super métier, quand on est motivé, fonçons, mais il faut être motivé pour le faire, parce que les obstacles sont là, on ne trouve pas facilement du boulot au départ, il faut parfois un petit peu se battre dans le bon sens du terme, hein, pas pour écraser les autres, mais parce qu'on montre qu'on est motivé. Il faut parfois oser foncer, même quand on est timide, ça, la timidité, ça s'oublie avec le temps. Donc voilà, mais c'est un métier génial. Merci beaucoup. Avec plaisir.